Bonjour et bienvenue à cette conférence Zoom. Ce soir, la conférence a pour titre Ligne.case, l'art de Roy Lichtenstein de bas en haut à Low et elle vous sera présentée par Jean-Philippe Teyskens, historien de l'art et guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles et également professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Josse. Nous tenons à remercier le réseau Jeunesse et Arts Plastiques ainsi que les amis des musées qui nous permettent de réaliser cette conférence et avec qui on collabore pour vous proposer cette expérience. Je laisse à présent la parole à Monsieur Teyskens et je vous invite bien sûr à venir visiter l'exposition au BAM et à venir rencontrer les œuvres de Roy Lichtenstein en vrai. Bonne conférence. Merci, je viens de partager mon écran, donc j'espère que pendant que Marine faisait cette brève introduction, vous avez pu checker que maintenant vous avez le titre qu'elle a énoncé qui apparaît donc effectivement à l'écran. Rassurez-moi, tout va bien, vous êtes là prêt à découvrir ces aspects dont on va parler ensemble. Donc merci à Karine Bienfait et Jeunesse et Arts Plastiques de m'avoir proposé, à l'initiative également du musée de Mons et de ses amis d'intervenir une nouvelle fois comme le joyeux bruxellois de la bande qui vient toujours faire pop du côté de Mons parce que c'est avec grand bonheur et plaisir que je me rappelle une invitation semblable il y a quelques années pour intervenir dans le cadre de l'exposition Keith Haring que proposait déjà le BAM ou encore plus récemment David Lachapelle. Et s'il y a effectivement une sensibilité qui peut connecter ces trois artistes, c'est le pop. Mais si j'ai manqué l'épisode Warhol à Mons, on a là maintenant avec Roy Lichtenstein un echt pop, un vrai pop, un des classiques effectivement de ce mouvement incontournable du début des années 60. Mais pour Roy Lichtenstein aussi une carrière très dense, une production hyper abondante. On a vraiment là une productivité qui va assimiler cet art à un de ses objectifs du pop, de faire face, de contrer et en même temps d'aller avec cette société de consommation et cette productivité qui va assimiler le peintre presque à une machine, en plus de l'aspect, vous verrez parfois usiné, de ces œuvres qui n'en seront pas moins artisanales et passionnantes à étudier donc dans leur genèse. Alors, quand j'ai été invité à proposer cet exposé, plusieurs conférenciers avaient abordé d'autres pistes d'envisager Roy Lichtenstein vers une approche qui ferait un dialogue avec la musique. Moi, j'en suis resté peut-être à l'approche réellement classique d'un des fondements du pop, de s'appuyer sur une culture populaire et de s'approprier donc des matériaux que l'artiste va ensuite revoir et corriger, et d'ouvrir donc un dialogue entre ce qu'aux États-Unis on appelle le high and low, un concept qui n'a peut-être pas trouvé si grand écho chez nous, mais donc cette sorte d'opposition, parce que c'est vu comme cela à la base, entre une haute culture et une culture basse dans laquelle on range justement ce que seront ces inspirations populaires pour déjà en citer. Je reviendrai évidemment, par exemple, la publicité ou la bande dessinée. Et donc, on va faire comme cela ce parcours, découvrir tout cela. Et je voulais commencer avec une œuvre qui est présente dans l'exposition, dans ce catalogue, un des multiples de l'artiste, puisqu'effectivement, l'exposition se concentre sur cette idée aussi d'approcher l'art et les caractéristiques essentielles donc, de Roy Lichtenstein par sa production donc, de multiples, tout simplement par cette première œuvre, comme une entrée en la matière. Je pourrais presque joindre effectivement le bruitage à cette image, knock knock, who's on the door, on a envie de dire, qui est à la porte. Et donc, une première image qui nous permet de lire des choses, de découvrir des choses, et déjà d'attendre, j'espère pour vous tous, la suite avec suspense. Roy Lichtenstein a le chic dans pratiquement tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit, de toujours aller à l'essentiel et de trouver la formule la plus juste et la plus efficace pour créer un récit finalement donc, dans cette image. Et c'est en ça aussi que ce sera un artiste passionnant à étudier, j'espère pour vous, à aborder ensemble, à voir ou revoir en découvrant l'exposition montoise. Cet artiste ici qui emprunte les codes de la bande dessinée, notamment pour figurer l'impact du bruit du coup sur la porte. Ce sont ces petits traits qui viennent étoiler le son que l'on va pouvoir lire ici avec cette écriture qui est anglaise. Et puis cette sobriété, effectivement, donc, du trait pour que l'image gagne
en lisibilité, qu'elle soit accessible à tous. Alors, on pourrait encore rester très très longtemps ici devant cette porte, imaginer qu'il suffirait que le son se dissipe, que les écritures, dès lors qu'ils en donnaient l'indice, s'estompent, que l'on arriverait alors devant quelque chose de très très simple, de très très sobre et qui rejoindrait une certaine abstraction si on avait les détails d'une poignée ou d'une entrée de serrure. Mais je ne vais pas trop divaguer, trop longtemps nous laisser à la porte, et avec un autre dessin de Roy Lichtenstein, et cette fois-ci c'est un dessin original et un type de matériel qui n'est pas présent donc dans l'exposition Montoise. Ce n'est pas un reproche, c'est simplement un autre type d'œuvre, ici que j'utilise pour documenter un dessin préparatoire des années 1990, mais que je trouvais chouette et sympa pour un peu entrer en matière. La porte s'ouvre et même grince, je ne veux pas dire qu'elle craque, c'est l'onomatopée ici américaine, qui a été figurée, à moins que ce soit quand même un petit peu belge aussi, pour rester sous nos latitudes, parce qu'il y a évidemment un personnage à la houppe et au chien un compagnon fidèle que bien sûr je ne dois pas vous présenter et que vous reconnaissez immédiatement. Roy Lichtenstein, hyper célèbre et célébré pour son appropriation de matériaux bande dessinée, et empruntés aux comics américains, ici au début des années 1990, donc on est à la fin de sa vie, intègre également donc ses références à un personnage entre-temps devenu universel, mais qui finalement était certainement un personnage important pour lui à intégrer dans son univers. Tintin a quelque chose de lisse, de parfaitement usiné, sans critique de ma part, mais pour en faire un produit graphique exemplaire dans à la fois la simplicité et l'efficacité à se donner à reconnaître quand on le découvre. Alors, je pérore sur Tintin, mais regardez, le suspense est là, la porte est entr'ouverte, et il y a cette étrange apparition de ce couteau, de cette dague là, qui est projetée. J'ai essayé de retrouver de quel album elle était issue, extraite, peut-être un des épisodes ou une des aventures lors du Cigare des Pharaons. Je vous avoue que je ne suis peut-être pas assez tintinophile pour en jurer. Et puis alors surtout, je me rends compte que le décor où Tintin a trouvé place, là, est en train de lire son journal, est un décor inédit dans les œuvres de Hergé. Et là, vous aurez peut-être du mal à reconnaître ce que, dans cette étude préparatoire, un tableau qui va être matérialisé l'année suivante, Roy Lichtenstein a voulu mettre en place. Et donc, d'enchaîner avec l'œuvre définitive, alors de peut-être dire, ah oui, ça me dit quelque chose. Je n'ai pas apporté l'image colorée, mais une autre version que vous verrez donc dans un instant. On a ici maintenant une sorte d'addition à avoir reconnu Tintin, également peut-être pour décoder la référence à l'histoire de l'art, une citation d'un grand peintre français, on est là au début du XXe siècle, avec la danse de Henri Matisse en arrière-plan de la casquette du capitaine Haddock, posée ici donc sur la droite. Mais si je repasse au dessin préparatoire, et vous voyez que donc la danse est anticipée, mais sans qu'on puisse réellement et parfaitement la reconnaître, elle n'a pas trouvé ses profilés qui vont la styliser encore plus que ce que Matisse avait opéré dans la première décennie du XXe siècle. Il y a un autre élément, je trouve intéressant pour montrer comment Roy Lichtenstein va établir une image définitive, et notamment si vous regardez comment ici il va donner couleur à la chair de Tintin, en plus de chercher à l'incarner. Il a ici sur le papier hachuré et posé donc au crayon de couleur ces traits rouges, mais qui de loin, par un mélange optique et le blanc qui domine, vont donner la couleur chair rose, si vous voulez. Et dans l'exécution finale et d'une œuvre beaucoup plus grande aussi, donc dans ses dimensions, puisqu'on est avec 2 mètres de hauteur, un tableau où Tintin figurait presque à l'échelle humaine, pourquoi pas, si on connaissait ces mensurations. On découvre maintenant que ce n'est plus en faisant recours à ces petites hachures parallèles, mais un système de points, que, évidemment, on va mettre en avant dans d'autres de ses œuvres et qui s'inspirent de techniques d'impression, de reproduction que Roy Lichtenstein va tellement s'approprier que finalement, c'est peut-être ici ce qui fait qu'au-delà de reconnaître Tintin de Hergé, on va reconnaître aussi le style maintenant donc, de Roy Lichtenstein, qui va donc créer une unité à partir donc, de ces emprunts,
pour que d'abord on reconnaisse un Liechtenstein et puis ensuite de façon subsidiaire, effectivement, les références Hergé ou Matisse. Donc s'il fallait encore plus loin étayer la filiation, si vous voulez, ou par exemple la genèse de cette composition-ci, je reprends une des cases les plus proches que l'on puisse trouver dans une des éditions de Hergé, mais qui, vous voyez, a malgré tout également suscité son lot de variantes dans le Roy Lichtenstein final des années 1990. Et alors ici, une des compositions où Matisse, en faisant une nature morte d'un vase et d'un flot de capucines ici sur la sellette de son atelier, on est ici vers 1910, 1911, ici les Moulineaux en région parisienne. La toile de fond est une de ses œuvres célèbres, une des versions donc de la danse. Alors c'est intéressant parce qu'il se crée donc une unité, et pour la petite histoire, dans les multiples facettes que la carrière de Roy Lichtenstein a pu connaître, une période où il s'était occupé de décoration et d'agencement d'intérieur, ce Tintin, tableau des années 1990, de s'intégrer à une série qu'il a consacrée à ce thème, Interiors, les intérieurs. Alors pour reprendre les choses plus en amont, on va laisser M. Matisse de côté pour ici montrer à nouveau comment il va dialoguer très tôt et dès le départ finalement dans cette idée de s'intéresser aux grands maîtres, aux grandes références consacrées de l'histoire de l'art, pour ensuite les amener vers cette culture populaire. Mais n'exagérons rien, ou alors on parlerait presque par anachronisme ici, vu l'époque et la période qui nous intéresse. J'ai repris ici sur le site de la Fondation Roy Lichtenstein, qui donc organise une bande d'images et permet donc dans le temps et de façon chronologique de voyager à travers son œuvre, une peinture. Et ce soir, je vais essentiellement vous montrer d'ailleurs des peintures pour être complémentaires par rapport à l'offre de l'exposition au BAM, qui se concentre sur la production d'images multiples, qu'elles soient imprimées sur papier, sur céramique, des variations à partir même de laine ou de feutre, des œuvres qui ont été aussi donc souvent conçues ou d'abord pensées généralement à l'huile ou à l'acrylique sur la toile. On est ici en amont de toute cette recherche et avec une œuvre de 1943 où Roy Lichtenstein va rendre hommage à un de ses autres maîtres de référence, Pablo Picasso. Et une œuvre de Picasso très admirée aux États-Unis est un tableau conservé au musée Metropolitan de New York, c'est le célèbre portrait de Gertrude Stein. Et ce tableau qui avait étonné, voire dérangé, brusqué la commanditaire, l'ami, la mécène de Picasso, et on connaît la boutade de Picasso qui, en réponse à la Gertrude un peu choquée de ne pas se reconnaître dans ce tableau qui avait durci ses traits, qui avait annoncé de façon prophétique que le tableau lui ressemblerait donc dans le futur, ce qui effectivement advint un petit peu plus tard dans le temps. Roy Lichtenstein s'intéresse ici donc à cette œuvre, mais vous voyez, la réinterprète d'une certaine façon, la stylise et déjà, mais c'est peut-être parce qu'on sait ce qu'il va faire par la suite, la simplifie, accentue l'idée des aplats par exemple, évacue des éléments accessoires qui par exemple donnent cette impression d'opulence, de tapis orientaux là, hein, pour les quelques indications de décor que Picasso a pu dresser. Il va aussi homogénéiser la touche de sa composition. Alors, dans l'exposition, vous verrez des œuvres, vous avez admiré des œuvres de Roy Lichtenstein qui datent de cette période, mais qui n'ont pas la même technique qu'ici, par exemple, un dessin au fusain, préparatoire à ici une œuvre à l'huile peinte sur papier, et qui sont deux œuvres comme l'œuvre exposée au BAM en ce moment, qui porte le titre Mother and Child, mère et enfant. On est en 1948. La lithographie qui reprend des souvenirs ou est dans un dialogue de forme ici également en écho à ces œuvres, donc des débuts de la carrière donc, de l'artiste. Mais bon, entre 1943, qui est l'époque où donc Roy Lichtenstein va aller en Europe avec le jeu malheureusement tragique de la Seconde Guerre mondiale, et ici le retour dans son pays en 1948, malgré l'incidence de la guerre, il reste ici sous cette influence de Picasso,
À cette période, certains aussi reconnaissent peut-être des hommages à Paul Klee, un autre grand maître européen célébré dans les musées américains et dans les universités donc, à cette époque, et également devenu entre-temps donc, très, très, très populaire. Mais à nouveau, peut-être, même si c'est agaçant de toujours lire les débuts parce qu'on connaît l'accomplissement ou ce qui sera la période caractéristique de l'artiste à partir des années 60, on observe ici que certains éléments empruntés à Picasso sont par exemple à nouveau ces jeux de plans, cette impression de collage. Par exemple, pour cette Mother and Child, je l'interprète comme suit: une mère sur la droite qui pousserait un landau. Et vous avez alors ici l'ouverture de ce landau qui est basculé dans le plan de mon écran, de votre écran, j'espère, et où donc cette petite forme-là, hein, qui écarte les pattes, est l'enfant, en fait, que vous voyez comme caméra à la verticale au-dessus donc de ce berceau, mais qui a été donc rabattu dans le plan. C'est un peu plus abstrait ici sur, vous voyez, l'esquisse préparatoire. Mais par contre, ici, l'enfant a quitté son landau, on est peut-être là un petit peu plus tard, un ballon comme dans certains des tableaux de Paul Klee, et donc aussi de ce Picasso, ce jeu de cette déconstruction par plan, et ici de référence peut-être au collage dans cette idée des formes écrasées et mises donc dans le plan. Toujours sous influence picassienne, Picasso est donc toujours là un petit peu en embuscade, une œuvre toujours de Roy Lichtenstein, 1951, The Cowboy. Et donc là, c'est aussi assez amusant. On a l'impression qu'il y a un exercice là qui intègre ce que Roy Lichtenstein a admiré ou a étudié de Picasso, notamment sa pratique du collage, les papiers collés, les jeux de texture, les gammes étouffées qui laissent par exemple de côté le problème donc de la couleur pour favoriser les bruns, les tons sombres ou chaleureux. Et ici, cette impression de collage, à nouveau, de voir comme des fragments donc, de couleurs, même s'ils sont traduits donc, à l'huile sur toile. Il n'y a rien à faire, je vois comme un collage dans ce petit morceau de tape, là où seuls quelques indices laissent alors apparaître le visage du cow-boy, son pistolet, et même ses bottes à éperon, hein, ou différents éléments donc, de sa mise. Alors, c'est amusant, c'est qu'on a déjà ici un thème qui pourrait être populaire, emprunté à des souvenirs d'enfants, que ce soit des lectures, des séances de cinéma avec les obligatoires westerns dans ces années 40, même un petit peu plus tôt, dans les années 30, et la jeunesse donc de notre artiste. Mais on verra comme plus tard, ces références populaires seront traduites d'une manière tout à fait différente pour rejoindre et le thème populaire, mais aussi maintenant une forme populaire. Tandis qu'ici, le thème populaire est traduit par quelque chose qui est de l'ordre d'un langage très sophistiqué, emprunté à l'avant-garde européenne. Alors, cette avant-garde européenne fascine tout au long de sa carrière Lichtenstein, et on reste ici avec Picasso qui stylise, donc à cette époque, on est vers 1946, un taureau au bout de longues séances de travail, et notamment cette gravure qui, à partir d'un dessin, est l'aboutissement final d'une réflexion chez Picasso sur le thème donc d'un taureau. Donc vous avez ici quelques étapes. J'ai emprunté ici à l'internet cette compilation de quelques-uns des états de cette évolution où dans un premier temps Picasso dessine dans des masses avec un relief, un modelé qui en font une image presque réaliste ou assez traditionnelle, je ne veux pas dire conventionnelle, d'un taureau. Progressivement, en accentuant certaines des lignes de force de son dessin, en prenant des partis pris ensuite de simplicité, de renoncement, de, par exemple, réduction maximale de la tête par rapport au corps, ou d'accentuation, au contraire d'autres parties comme les organes génitaux sexuels de cet animal, aboutir donc à l'image que je venais de vous présenter il y a un instant. On va faire le chemin inverse avec Roy Lichtenstein, mais avec qui cette série de taureaux de Picasso des années 1940 a réinterprété l'idée dans les années 1970. Et voyez ici aussi comment il va systématiser les choses pour passer d'un taureau en haut à gauche, pour aboutir ensuite à quelque chose qu'on ne reconnaîtra absolument plus si on n'a pas les étapes intermédiaires qui permettent alors de cheminer à ses côtés. Et c'est assez intéressant ici. On reconnaît maintenant non seulement plus le taureau, mais finalement
plus peut-être non plus l'objet de cette quête de la stylisation, si ce n'est celle de donner l'affirmation à un style qui a trouvé ses codes, sa palette restreinte ici aux 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, et alors les non-couleurs, le noir donc, et le blanc, et avec une certaine provocation de glissement en glissement. C'est presque aller au-delà de ce qu'un Mondrian aurait fait au début donc, du XXe siècle, pour le 7e et dernier des taureaux de cette suite de gravures, parce que c'est une œuvre qui fait partie des multiples, revenir presque à la case des bases, mais en renforçant à nouveau ce que l'on va assimiler, par exemple, à l'art de Roy Lichtenstein. Alors ici, ce ne seront pas l'utilisation de ces points qui vont donner ces grilles, ces textures serrées, mais c'est aussi le recours systématique de l'artiste à ces bandes parallèles régulières, ou alors à ces contrastes dans les découpes des ombres et des lumières, tout en restant donc dans les couleurs que je citais. Alors, Roy Lichtenstein, à nouveau, et désolé de me répéter, déploie une efficacité ici pour passer son message, et certains aujourd'hui de souligner l'importance de sa formation, et notamment d'un des épisodes de sa formation, puisque il a été formé non seulement à New York dans ses jeunes années, la ville où il est né, mais un petit peu plus tard, on va le retrouver inscrit donc à la Ohio State University, donc à la fin des années 30 et au début donc des années 40, et lorsqu'il va réintégrer donc cette université donc après un épisode européen dû à la Seconde Guerre mondiale, c'est pour y parfaire une formation, mais également y officier comme formateur artistique. Donc c'est intéressant de voir qu'il a suivi un enseignement, mais qu'il a été aussi enseignant en art plastique donc, dans cette école, dans cette université, et était notamment sous l'influence de celui que vous voyez à gauche sur la photographie, Hoyt L. Sherman, et qui donc va être un professeur pour lui déterminant et très, très, très inspirant. Une petite anecdote, par exemple, Hoyt, le prénom de ce professeur, a été donné comme second prénom à un des enfants de Roy Lichtenstein, en gage, en signe d'amitié. C'est presque comme de faire de cet ancien professeur une sorte de parrain. Et ce Sherman, qui est très peu connu sous nos latitudes dans nos régions, intriguait beaucoup le monde de l'art à l'époque en tant que professeur donc d'art plastique, mais avait également une audience élargie à d'autres cercles. Et par exemple, ici, vous voyez ce professeur d'art plastique se livrer à des expériences assez insolites avec un joueur de, c'est quoi, du football américain, ça? Je suis tellement nul en sport que d'un coup, je me rends compte que je me posais la question ici de quel était oui, le sport pratiqué par ce monsieur fort en muscles. Toujours est-il que M. Sherman a manipulé ici un casque, et ce casque, à l'aide de petites tirettes, est un casque à visière qui peut être obturé presque comme on le ferait avec un appareil photographique. Et Hoyt Sherman était quelqu'un qui multipliait les expériences, notamment dans la psychologie de la perception, et également dans, oui, notre aptitude à voir, mais aussi à entrevoir les choses, où en exacerbant un sens par la privation d'un autre, on allait pouvoir accroître les performances. Et ces expériences étaient menées pas seulement pour avoir des retombées dans une formation artistique et créer des œuvres d'art, mais par exemple étaient aussi des exercices pour apprendre à mieux voir ou à anticiper certaines choses, et par exemple pour un joueur de marquer. Et donc, c'est intéressant, notamment sur le site de la Fondation Roy Lichtenstein, de voir que, par exemple, pour les années 1940, cette fondation utilise ce visuel, et qui est la salle de cours où Roy Lichtenstein a été étudiant. Je posais d'ailleurs la question s'il faudrait vérifier si ce ne serait pas lui. Il y a une petite ressemblance avec l'homme qu'il sera plus tard, au moment où les photos vont immortaliser sa célébrité. Et vous avez en fait ici une salle de cours tout à fait étonnante où vous voyez donc ces étudiants en art, presque organisés comme un contingent armé, disposés sur des gradins et avec derrière eux, dans leur dos, et en même temps porté en hauteur, le professeur, M. Sherman, qui est là, derrière une machine qu'il a aménagée, de même que la salle qui a été configurée pour répondre en fait à cette disposition.
Vous voyez ici le schéma donc, montre de profil les étudiants étagés sur plusieurs niveaux. Et en fait, le professeur qui est là aux commandes pour gérer dans une espèce de toute puissance, c'est un peu mon fantasme, moi aujourd'hui, soit avec Zoom, je maîtrise un auditoire d'une soixantaine de personnes, eh bien d'être là à distance et en même temps de provoquer des réactions. L'ensemble des participants va être progressivement habitué à travailler dans la pénombre. Et donc, lorsque la séance commence, c'est avec un éclairage type de celui d'une chambre noire du photographe, mais donc avec des ampoules rouges qui sont là pour que nos yeux s'habituent progressivement à l'obscurité. Et ensuite, en demandant une extrême concentration et en même temps une disponibilité à ceux qui accomplissent ces séances, leur professeur faisait des projections de diapositives. J'ai ici sur ce visuel 3 jeux des diapositives utilisées donc, par Sherman, par des stocks de 12 comme ça. Ce sont des formes abstraites sur ces fonds blancs. Vous voyez des barrettes par exemple qui sont là. Et le projecteur diapositive qui est ici schématisé et que le professeur avait donc également bidouillé, réaménagé pour en faire une invention couplée à un système musical. Donc vous avez en fait ici une platine pour jouer donc des disques et différents éléments qui vont également combiner donc des jeux d'éclairage. Les diapositives n'étaient projetées que quelques fractions de secondes, à peine le temps d'être enregistrées. Dans le noir, ensuite, les élèves que vous avez vus ou que vous vous rappelez avoir vus sur leur gradin doivent ensuite porter une trace indiquée ou reproduire de mémoire ce qu'ils ont entrevu. Et donc tout ça se faisait par progression vers la difficulté en termes d'éléments qui s'additionnent sur les diapositives, mais aussi de stimuli visuels et aussi, sensoriels, enfin auditifs, j'y arriverai, par rapport au fait que de la musique était donc jouée, et donc différentes expériences également qui, à certaines occasions, mesuraient un taux de réactivité en début, et puis ensuite, en fin de séance. Et très sérieusement, ces exercices de travailler dans le noir en entrevoyant sous forme presque stroboscopique ou de l'ordre de l'hallucination, du flash très éphémère, accentuait ou mettait en situation d'attention extrême les participants et sans qu'on voit les mêmes formes réapparaître dans l'art de Roy Lichtenstein. Il y aura donc dans toute sa carrière cette idée d'appréhender les choses pour qu'elles aient l'impact le plus efficace et qu'il y ait donc cette transmission du message avec cette forme, justement, je me répète, la plus efficace possible. Oui, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vous montre ici une peinture tout à fait anachronique par rapport à ce que j'évoque dans la formation donc, de l'artiste. C'est une œuvre là des dernières années de sa vie, puisqu'on est en 1996. Je trouvais ça amusant pour l'anecdote de vous la présenter. C'est une œuvre assez complexe, justement, qui nous agresse dans cette façon de créer une profondeur par les lignes dures de ces formes que je vois comme de boîtes ou mieux comme de briques par rapport à ce que je vous expliquais donc dans un instant. Ces briques qui sont là distinguées par leur face colorée qui leur donne une suggestion donc de volume ou d'ombre ou de lumière en contraste par rapport à ce qui donne une perspective aussi, ce que j'interprète comme une scène ou le fond d'une nature morte avec ce fond hachuré qui crée une grande oblique et une profondeur qui nous entraîne vers la gauche du tableau. Et puis en même temps, tout ça est brutalement interrompu par ce qui nous rappelle que nous ne sommes pas devant les vrais objets. Ceux-ci ne sont pas des boîtes ni des briques, mais simplement des lignes, formes, couleurs organisées pour occuper le plan de l'œuvre. Et ça, Roy Lichtenstein, ici, nous y confronte brutalement avec ces deux grandes raclures de couleurs. C'est presque comme quand Richter, à la même époque, passe de la couleur là, sur des photographies ou crée des effets semblables dans certains de ces tableaux. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça maintenant? Simplement pour mettre une image sur une anecdote qui n'est pas liée à Roy Lichtenstein, mais un des autres élèves du professeur que j'évoquais, M. Sherman, qui explique que c'était une première séance de l'année dans leur formation, une séance a priori théorique, où il s'agirait de manipuler des syllabies. Et pendant que le professeur est en train d'installer son matériel, il a sur son bureau non seulement sa pile de différents syllabus, mais aussi différents objets qui pourraient être utilisés pour des démonstrations, pour associer des matières, pour faire des œuvres d'art. Et parmi ces objets, une pile de briques.
Et le professeur bouge ces briques, les empile, fait du bruit, les soupèse, c'est lourd, pour les déplacer et pouvoir prendre donc ces syllabus. Puis d'un coup, il prend une des briques et la jette vers l'auditoire. Imaginez, vous êtes dans une salle et tout d'un coup, on vous jette, pire qu'un syllabus, une brique, en fait. Oh, cri d'horreur, et certains disent, c'est quoi ce dingue, c'est quoi ce prof qui est complètement fou? Et le prof éclate de rire, la brique qu'il a lancée est une brique en caoutchouc, qui est peinte à l'imitation des vraies briques qu'il a manipulées. Mais l'air de rien, en occupant l'esprit de ceux qui sont dans le local par les petits bruits, en supposant et en manipulant ces briques, il a mis dans l'esprit de tous ceux qui sont dans la salle le danger ou le poids ou la réalité qu'il y a des briques qui sont sur ce bureau et qu'évidemment notre esprit a ça en tête lorsque une de ces choses, un de ces éléments vole en votre direction. Donc, heureusement, pas de crise cardiaque et à ma connaissance, jamais eu de confusion ou l'acheter une vraie brique à la place de la fausse pour faire la démonstration de cette expérience spectaculaire. Ah, où est-ce qu'il est? Alors, je vais maintenant laisser de côté cet épisode décisif, je trouvais donc de cette formation, mais pour insister encore pour le rappeler dans cette idée de faire l'exercice de cette attention extrême pour développer le message le plus efficace possible. Alors, avant d'expliquer ici ce collage, simplement, et moi ça ne me dérange pas, mais ça dérange peut-être certaines personnes, il y a des micros allumés, donc on entend parfois des personnes parler entre elles. Donc, si vous avez rejoint la séance, n'hésitez pas ou n'oubliez pas de couper votre micro. En général, c'est en bas à gauche que vous pouvez donc le désactiver pour ne pas déranger les autres auditeurs. Alors ici, on n'est pas devant un Roy Lichtenstein, mais c'est évidemment une œuvre un petit peu obligatoire quand on revient sur l'importance du mouvement pop dans l'histoire de l'art. Richard Hamilton est un artiste britannique. En 1956, il réalise ce collage qui va être produit dans le cadre d'une exposition This is Tomorrow, qui parle de l'avenir, qui est une exposition organisée à Londres dans un institut d'art contemporain, et qu'une exposition qui a un projet, on va dire, presque plus sociologique, urbanistique, architectural, qui pose la question des évolutions de la société au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et Richard Hamilton va créer ce collage visionnaire qui semble annoncer quelques années là, en avance tout ce qui seront les grands thèmes du pop quand il deviendra aussi un mouvement américain. C'est dans cette œuvre qu'apparaît le terme de pop, mais ici de façon très logique puisqu'il désigne lollipop, une sucette. Mais pop, c'est cette sucette, cet objet de consommation, mais aussi évidemment l'idée du pop populaire, que l'on associera à la musique, ou ici un objet presque ludique, même s'il n'est pas absent, enfin, entaché de sous-entendus sexuels. Il est manipulé ici par un homme bodybuildé qui était le type de physique mis en avant par des revues de culturisme, mais aussi par ces annonces qui vous montraient avant, après, en suivant telle ou telle méthode de musculation, ce qu'un gringalet pourrait devenir. Alter ego de ce qu'on a appelé les beefcakes, donc presque bœuf aux hormones, même si ce n'est pas la traduction exacte. Moins musclé, c'est la nudité ici de ce que je pourrais, pour la qualifier ou la catégoriser, une pin-up, avec cette dame dévêtue, peut-être échappée des revues d'une revue érotique, et qui est en même temps ici une image d'une femme devenue objet. On a souvent comparé son couvre-chef à presque l'abat-jour, comparable à celui qui est ailleurs dans la pièce entre les deux protagonistes principaux et qui est ici un simple collage sur lequel Richard Hamilton a apposé le logo des automobiles Ford. Donc on voit ici ces références aux cultures populaires. On découpe des silhouettes dans des magazines très couramment diffusés, mais d'une inspiration basse, pas des manuels d'histoire de l'art pour ici emprunter des traits classiques à des dieux grecs, mais simplement retrouver dans les photos de journaux souvent érotiques les nouveaux protagonistes. Entre autres protagonistes, il y a aussi cette dame échappée d'une publicité qui vous montre qu'avec cet aspirateur de la marque Hoover, alors que les autres s'arrêtaient là, vous pouvez aller aspirer jusqu'au sommet donc, de vos marches. Et ce n'est pas la seule image de la publicité triomphante, puisqu'il y a à terre différents équipements, en plus du mobilier. Cette machine pour enregistrer des sons, posée sur la table basse, de la viande en boîte
On n'est pas loin des objets que reprendront des artistes comme notamment donc, Claes Oldenburg, mais surtout James Rosenquist. La télévision est entrée maintenant dans les intérieurs à côté de la plante verte, tellement vintage, mais qui revient à la mode aujourd'hui. Et on va terminer en beauté aussi par d'autres références. Le cinéma à l'extérieur, une référence au chanteur de jazz, le premier film parlant. Un tableau pour montrer de quoi on s'éloigne, parce qu'à côté de ce tableau conventionnel, portrait 19e, œuvre ancienne, voilà le nouvel art que ces années 50 et que le pop va ouvrir, découpé à même les pages d'une bande dessinée, hein, une vignette avec ses graphismes, son titre, ses personnages stéréotypés et populaires, est devenue une œuvre d'art à part entière. C'est presque le premier Liechtenstein iconique que je vous montre donc ce soir, si ce n'est qu'il a été ici anticipé donc par Richard Hamilton. Mais bon, on ne va pas caricaturer Liechtenstein, qui est celui qui donc s'est inspiré des bandes dessinées, parce que ce n'est pas que ça. Il y a du Liechtenstein également dans d'autres éléments de cette composition, ne serait-ce qu'à vous rappeler le Tintin que je vous montrais tout à l'heure, là dans son intérieur. On n'est pas loin de la même ambiance à regarder, hein, le mobilier, par exemple. Le tapis, qui pourrait être ironiquement un commentaire, voire un persiflage sur la peinture abstraite des années 50. Les tableaux de Pollock et des autres seront également dans le collimateur ou stéréotypés ou transformés en autre chose par Roy Lichtenstein, peut-être sur l'exemple donc de Richard Hamilton. Just what is it that makes today's home so different, so appealing? Mais c'est quoi au juste qui rend les maisons d'aujourd'hui tellement différentes et tellement attrayante? C'est la question que posait Richard Hamilton en 1956. D'une certaine manière, Roy Lichtenstein sera là pour aborder et apporter surtout des réponses. En retournant sur le site de sa fondation, où donc je vous disais, il y a des bases de données à consulter, c'est assez frappant que pour lui, le grand moment, la grande rupture se fera entre 1960, et vous voyez ici différentes œuvres sur papier ou sur toile que peint Roy Lichtenstein à cette époque. C'est bien éloigné des références à Picasso et à la figuration des débuts. On est dans un univers de formes abstraites, de lignes, formes, couleurs, là, hein, qui sont dans une mouvance expressionniste, abstraite, si vous aimez bien mettre les artistes et leurs œuvres dans des mouvements. Et boum, l'année suivante, en 1961, à cette nouvelle date maintenant, Roy Lichtenstein a changé donc du tout au tout. Et ici, sous forme de vignettes, vous voyez quelques-unes donc, de ces œuvres qui semblent reprendre presque tous les éléments de ce que Hamilton annonçait, mais ce n'est absolument pas un programme, hein. Regardez, il y a une tasse ici sur la table basse dans le collage de Richard Hamilton. Et là, on voit que ça va devenir un tableau en soi, et d'ailleurs relativement monumental pour la modestie du sujet pour Roy Lichtenstein. On n'est pas dans un intérieur de salon, mais il a par exemple consacré un de ses premiers tableaux pop à une salle de bain avec toutes les commodités modernes du moment. Ou alors vous avez ces tableaux qui racontent des histoires parce qu'ils sont en épisodes, même si c'est une image, mais divisée en deux cases, avec ses mains, qui, je ne sais pas si vous le voyez sur la droite, manipulent du pain, par exemple. Et là, un des premiers tableaux à s'inspirer donc de ces cases de bande dessinée avec leurs ballons bulles, leurs écritures, leurs phylactères et leurs personnages stéréotypés. Cette première salve d'images, je retiens aussi un tableau provoquant dont voici une étude préparatoire. 10 cents, 10 cents, c'est rien, c'est vraiment une broutille. C'est montrer aussi que l'inspiration va maintenant aller du côté de choses qui sont populaires aussi parce qu'elles sont modestes, elles sont populaires et donc accessibles en termes de budget, par exemple. La culbute n'en sera que d'autant plus perturbante ou stupéfiante quand on verra la disproportion alors du prix que l'œuvre, par la célébrité qu'elle va obtenir, aura face à la valeur faciale, si vous voulez, de ce qui est mis comme somme ici. 10 cents, c'est rien, hein, mais pour des tableaux parfois donc de très très grande dimension et qui aujourd'hui s'échangent ou se négocient à coût de millions de dollars. De ce premier plan aussi, je retiens par exemple en bas à gauche cette image que vous retrouverez dans l'exposition avec des déclinaisons plus tardives parce que c'est un thème que Roy Lichtenstein a plusieurs périodes de sa vie revisité. Cette image si efficace et en même temps si perturbante quand on la regarde une fois passé le choc d'essayer de percevoir donc cet index qui pointe dans votre direction.
où donc Liechtenstein se souvient d'autres images efficaces comme celles utilisées par la propagande américaine. On remonte aux époques de la Première Guerre mondiale, cet oncle Sam qui ressort régulièrement pastiché ou réactualisé pour impliquer le spectateur dans la communication visuelle qui est maintenant donc proposée. Alors, on va un peu détailler cette évolution avec une œuvre toujours de cette période de rupture, là, et qui donc va chercher à partir des sources low, basses, populaires, parce qu'elles sont aussi méprisées à l'époque. Les journaux, je ne vais pas dire toutes boîtes, mais les publicités, dans ce qu'elles ont de plus racoleur, de plus banal, de choses qui semblaient à des années-lumière de la haute sphère élitiste des musées ou du monde de l'art ou des formations artistiques. Un bel exemple donné ici par cette œuvre également, une des premières icônes de Roy Lichtenstein, qui est une peinture de 1961, toujours cette année de la rupture, et qui est cette baigneuse au ballon, cette girl, cette fille avec ce ballon, aujourd'hui une des icônes de la collection du MoMA à New York. J'étais amusé récemment de lire sur une page Wikipédia qu'à partir de ce tableau, certains, mais c'était ici anonyme au niveau ou collectif, on va dire, au niveau donc de l'écriture, voyaient dans cette jeune fille à la balle comme peut-être une évolution qui aurait non seulement ses racines à partir donc de ce qui a inspiré l'artiste et de la coupure ici d'une de ses publicités. Il a vu dans un magazine ici cette jeune femme là, jouer avec la balle et vanter les mérites de location. Alors, c'est une publicité que presque tout le monde connaissait en fait aux États-Unis parce qu'elle a été utilisée pendant plus d'une vingtaine d'années. Et donc, elle anticipe le tableau et puis ensuite, elle l'a vécu en parallèle donc, à ce tableau avant de disparaître, là où l'œuvre est maintenant devenue, je n'ose pas dire éternelle, mais a fait tout son sucre de cette apparition. Mais regardez si Liechtenstein s'inspire du thème, de l'expression ou du maillot, par exemple, qui est peut-être la chose qu'on reconnaît finalement le mieux dans la publicité et l'œuvre qui est finale, c'est parce qu'il va aussi curieusement accentuer encore plus certains aspects populaires du matériau de départ. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, mais le nu de la publicité est académique, là où l'œuvre d'art que réalise Liechtenstein serait maladroite. Elle ne respecte pas, par exemple, des proportions au niveau du dessin qui ferait qu'un professeur d'académie conventionnelle mettrait une bonne note, par exemple, dans le rendu de la façon dont, oui, sous l'aisselle, là, le bras se raccrocherait ou pas, au contraire, à ce corps. Et ça, c'est intéressant. En prenant des sources populaires, Liechtenstein veut les accentuer pour mieux nous faire prendre conscience, effectivement, de ce que ces matériaux ont comme conséquence et comme impact. Et notamment, par exemple, ici, dans ce cas-ci, l'idée de travailler les formes par aplat. Et pour revenir à cette lecture de la page Wikipédia, à partir de là aussi refaire toute une histoire de l'art moderne, cette fille au ballon est peut-être une lointaine cousine, mais alors vraiment lointaine héritière, de chocs frontaux de ces visages et de ces corps dénudés que j'ai censurés ce soir, mais n'y voyez pas de puritanisme de ma part. Vous l'avez reconnu ici, hein, c'est Olympia de Manet qui regarde droit dans les yeux, d'une de ces formes qui furent décriées à l'époque par le thème provoquant, la prostitution, les aplats, la crudité des blancs ou de ce nu, qui pourtant était pétri de références classiques, mais qui était aussi une anticipation, ou plus tard à servir de relais à d'autres nus. Là, je reviens à Picasso avec un des nus, mais dont je montre le visage là, pour les Demoiselles d'Avignon en 1906-1907, ou alors plus près dans le temps pour Liechtenstein, mais aussi géographiquement, Willem de Kooning, qui est donc ce peintre très violemment gestuel, mais qui en même temps, dans ses formes abstraites, réintègre l'apparition d'un corps dans sa série des Women, de ces femmes qu'il a peint là, au début des années donc, 1950. Et donc on a une évolution ici que, partant du modernisme initié peut-être par Manet et cette peinture de l'aplat, du choc de la confrontation, passant par Picasso et de Kooning, une sorte d'évolution de cette ligne progressiste ou moderniste de l'art moderne, mais ici pour confronter ces références en même temps à la trivialité de la publicité et de cette coupure de presse.
Alors, cette première apparition féminine iconique, image de la consommation et la société de consommation de masse dans l'art de Liechtenstein, va bientôt céder la place à d'autres vedettes. Et sur cette photographie, qui est un document intéressant des années 60, on retrouve l'artiste maintenant intégré à l'écurie de la galerie Leo Castelli pour sa première exposition personnelle importante là en 1962, l'occasion pour lui alors de présenter les œuvres peintes l'année précédente, qui a marqué cette rupture par rapport à toute sa production. Et vous avez notamment au-dessus de l'artiste que vous voyez ici assis dans un des angles de la galerie, la première peinture avec une jeune fille blonde qui va devenir une icône, un stéréotype, un point de repère. Ce n'est pas un hasard, je pense que je l'ai utilisé comme annonce, comme jeunesse art plastique. Là, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, j'ai là la couverture du catalogue, évidemment, puisque c'est aussi l'image qui peut-être résume mieux que toutes les autres ce que l'on connaît ou que l'on attend aussi peut-être de Roy Lichtenstein. Un tableau, aujourd'hui dans une collection privée. On parle de bague de fiançailles, c'est comme ça qu'on l'a retenu par rapport à la légende que vous voyez donc dans la bulle, Engagement Ring, 1961. Et alors, pour revenir à une des autres images de cette exposition chez Castelli en 62, un autre tableau à côté duquel vous voyez sur la photo de gauche Roy Lichtenstein assis, c'est cette œuvre avec cette jeune femme blonde qui a entre-temps trouvé son look presque définitif et ici qui s'adressa au personnage que vous voyez de profil, Why Brad, darling, this painting is a masterpiece. Et donc là, la citation d'une bande dessinée où la protagoniste dit au protagoniste, cette œuvre est un chef-d'œuvre. C'est pétri d'ironie, évidemment, et d'humour, dans la façon où, effectivement, ça fait référence à la situation que l'on parcourt dans le récit, si on lit la bande dessinée qui a inspiré donc, cette œuvre, mais en même temps, ça pose la question, est-ce qu'il est question de chef-d'œuvre en regardant cette peinture qui s'inspire de cette situation populaire, mais pas seulement la situation ou la source populaire, mais aussi tout ce qui va maintenant formellement trahir donc l'emprunt. Alors c'est assez fascinant, je trouve, et peut-être que la photographie a voulu accentuer cela, que le Brad est presque Roy, puisque vous voyez qu'il y a une assimilation par la coiffure, là, les cheveux gominés mis en arrière, que ce personnage empruntait une bande dessinée et peut-être aussi l'alter ego, l'autoportrait donc de l'artiste face à sa muse ou à ce personnage blond qui va devenir l'emblème de cet accomplissement du pop dans l'art de Roy Lichtenstein au début donc, des années 1960. Je détaillerai un petit peu plus loin, ce qui maintenant est aussi important à mettre en évidence, notamment comment le rose de leur visage a pu être rendu à partir de la couleur présente par ailleurs ici, le rouge que vous voyez donc en aplat, mais sur le fond blanc, qui est aussi celui évidemment de la toile sur la toile, ou plutôt de l'image de la toile sur la vraie toile. Je vous montre ici cette image de mauvaise qualité, mais qui je trouve est intéressante pour entrer dans l'intimité d'un des premiers grands collectionneurs du pop aux États-Unis, un mania des médias, Leon Kroshar, peu avant son décès. Ici, cette photographie le montre en compagnie de ses trophées et des tableaux dont il était le plus fier dans cette très importante collection d'œuvres pop qu'il avait pu rassembler. Et notamment, ici, il y a une trilogie avec en orange Marilyn, en vert Liz pour Liz Taylor et en red rouge Jackie pour Jackie Kennedy. Et ici, à égalité avec le Andy Warhol par le fond orange et par la blondeur aussi, un personnage qui par contre est bien reconnaissable pour ne pas être un Warhol, mais donc un Liechtenstein important dans la collection. Avec une photographie un rien plus fraîche, ça donne ceci pour les couleurs, et le tableau Nurse donc de 1964, qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'artiste pour montrer comment, en ayant emprunté maintenant ses sources à la bande dessinée, il leur a donné une sorte d'autonomie. Et on pense à la bande dessinée sans avoir par ailleurs les indices qui étaient ceux donc, de la bande dessinée. Je m'explique. Vous avez par exemple ici, dans la même collection autrefois, la Marilyn que vous voyez là. Warhol, on reconnaît, c'est par exemple le recours à l'utilisation d'une photographie existante. Elle va être sérigraphiée, elle pourra donc dès lors être multipliée.
La variété est donnée par les combinaisons, les répétitions, mais aussi les jeux de couleurs qui sont superposés par d'autres films sérigraphiques donc, sur l'œuvre. Mais pour arriver à ce qui va pouvoir être aussi mis en place par des équipes, des assistants, une productivité, une dimension là, quasi industrielle, à partir de quelque chose qui est déjà connu et d'en renforcer la présence par la multiplication, c'est intéressant aussi de rappeler que Andy Warhol, pour aboutir à ce tableau, est parti de quelque chose qui est ici une photo qui a été utilisée au lendemain de la mort de Marilyn. C'était une image de promotion de l'actrice dans le film Niagara. Quelques années plus tôt, elle est au sommet de sa beauté. Elle est vraiment cette image que Warhol veut utiliser comme la plus iconique possible. Une publicité, une image qui était déjà faite au moment où elle était utilisée pour simplement annoncer et faire la promotion d'un film, l'éclat et le charisme de la star. Bien, il va falloir faire la même chose pour l'infirmière, la nurse de Roy Lichtenstein, se poser la question, tiens, pour aboutir à cette image qui, de l'icône à presque le fond or, de l'icône à la sobriété, ou est cette chose qui deviendrait presque transcendante, eh bien, effectivement, de reconnaître l'emprunt, la bande dessinée que vous voyez ici sur la gauche, mais aussi tout ce que l'image a alors subi et qui est le travail de l'artiste pour lui donner cette, à nouveau, efficacité, mais aussi exemplarité. Et notamment, je referai l'exercice avec d'autres cases de bande dessinée, c'est étonnant de voir comment il y a là déjà tout en elle, mais en même temps qu'il fallait la sélection de l'artiste pour extraire la vignette, la case d'une page entière, repérer celle qui a un potentiel de composition donc intéressante, et puis après le recadrage évidemment. Donc ici c'est le zoom sur le visage de l'infirmière, mais aussi la simplicité. Et par exemple, oui, il y a un grand plan orangé derrière cette infirmière dans ce récit, c'est de l'homogénéiser, quitte à sacrifier ce qui, dans la bande dessinée, donnait un décor réaliste, les étagères, les vaisselles que vous voyez donc sur la gauche. Vous voyez aussi comment Roy Lichtenstein repositionne le corps dans l'espace, accentue des choses qu'il n'y a pas dans le matériau populaire, comme par exemple des ombres ici outrageusement plaquées pour détacher le visage donc du cou, et puis aussi à nouveau renforcer d'autres aplats. Par exemple, dans la bande dessinée, l'auteur de cette bande dessinée, le dessinateur en tout cas, a cherché à donner des suggestions dans le volume, dans le gonflement de la poitrine, par exemple, là où Roy Lichtenstein va caricaturer les choses pour presque rendre plus populaire que ça ne l'était, en fait, le matériau de départ, ou que ça colle presque au stéréotype ou à l'attente que l'on en a, de la simplicité, voire de la maladresse, des stylisations extrêmes qui vont devenir alors le style mais très sophistiqué. Vous voyez le paradoxe, évidemment, chez Roy Lichtenstein. C'est intéressant aussi, on n'a peut-être pas fait l'exercice pour les images précédentes, mais c'est parce que je ne les confrontais pas systématiquement à leur source, voir comment la chevelure ici a été complètement transformée. Je suis peut-être attentif à ce détail par le fait qu'on ne puisse plus aller chez le coiffeur en ce moment, mais vous voyez comme il y a une façon ici de doper le cheveu, et elle est enlevez-moi ces cheveux blonds de cette nurse et regardez-les pour eux-mêmes, sans référence aux autres indices ou éléments donc, de l'image. Et vous allez retrouver ce qui plus tard, dans d'autres œuvres, mais j'y arriverai, de Roy Lichtenstein, seront les parodies de l'expressionnisme abstrait. Avant de vous les montrer, juste pour aller un peu plus loin dans l'évolution, quelques avatars de cet archétype de la jeune femme blonde des tableaux de Roy Lichtenstein. C'est par exemple ici, un peu plus tard, dans une série qui est un hommage aux formes surréalistes d'un Dali, notamment, qui avait extrait des nez, des yeux, des bouches, pour en faire des sortes de concrétions ou d'assemblages virtuels dans ses peintures. Roy Lichtenstein revient un petit peu à cela, mais en fragmentant ces images des années 60 et en gardant les trames de points ou les réseaux denses des parallèles et des hachures. Et alors ici, avec une œuvre présente dans l'exposition montoise, donc cette sculpture qui joue sur le plan, sur l'idée d'un tableau ou d'un dessin découpé, avec les pleins qui parlent pour les vides ici, ou plutôt l'inverse, d'une jeune femme blonde. Et là, c'est peut-être plus facile d'extraire ce visage de cette chevelure ou la chevelure du visage pour voir alors l'autonomie de quoi? D'une abstraction qui va devenir effectivement dans d'autres œuvres, notamment cette sérigraphie, à l'exemple de peinture que je vous montrerai également un petit peu plus tard,
les coups de pinceau géants que l'artiste a mécanisés d'apparence pour ses peintures des années 1960. Alors ici, une photo de Liechtenstein, toujours dans la galerie Leo Castelli, mais 2 ans plus tard, en 1964, par rapport à celle que je vous ai montrée il y a un instant. How can I be in love with his girl? Comment pourrais-je être tomber amoureux de sa fille? Bon, on va voir comment il va s'approprier cette fille en revenant donc à cette importance qu'est l'utilisation donc des références à la bande dessinée. Et ici, le photographe d'artiste italien Ugo Mulas a fait poser Roy Lichtenstein devant une texture qui est typique maintenant de ses œuvres. C'est sur un fond bleu, une trame serrée de points blancs, mais qui, par leur régularité, en prennent une allure mécanique et évoquent plutôt une surface artificielle imprimée plutôt que le travail artisanal ou manuel donc, du peintre. Observez aussi, c'est un clin d'œil à une œuvre que je vous présenterai aussi un petit peu plus tard, le fait que l'artiste ici photographié manipule un verre et qu'il y a un effet loupe qui va créer une distorsion dans la trame régulière des points. Et du coup aussi peut-être faire un clin d'œil avec un mouvement contemporain, parce qu'en parallèle du pop, il y a aussi le optical art, avec ces déformations qui créent des illusions de volume ou de déformation des surfaces. On va revenir à la source de ce qui intéresse principalement à ce moment-là Roy Lichtenstein et ce que le message que Hugo Mulas veut faire passer ici dans cette image, l'associer donc à ce ballon, à ses pensées, à en faire un protagoniste donc de ces vignettes extraites des bandes dessinées. Attention, ici ce n'est pas une œuvre de Roy Lichtenstein, vous êtes face ici à des dessins de Saul Steinberg de la fin des années 50. Et ces dessins sont publiés en 60 dans un recueil qui s'appelle Le Labyrinthe, The Labyrinth. Et vous voyez ici Saul Steinberg qui a caricaturé certains des codes visuels de la bande dessinée. Regardez quand on zoome un petit peu, les onomatopées, les traits serrés qui vont imprimer des mouvements virtuels à travers les cases, le fait que d'emblée, parce qu'entre-temps, on a appris à manipuler ces références visuelles, à projeter des récits. L'aventure ici d'une tache noire qui devient étoile et qui expose les aventures d'une spirale face à un triangle très euclidien, etc., etc. Et Saul Steinberg de ainsi multiplier les références donc, à ses œuvres pour parodier en fait les codes d'expression donc de la bande dessinée, mais montrer aussi le formidable réservoir finalement de codes graphiques et d'inventions visuelles qu'elle propose. Et Saul Steinberg n'est pas le seul dans ces années 1950 à découvrir effectivement une mine de suggestions ou de codes à explorer. En parallèle, des artistes britanniques comme Peter Blake le font. Je pense aussi à Jasper Jones à la même époque, à la fin donc, des années 50, mais aussi Andy Warhol au même moment. Vous voyez ici les vitrines d'un grand magasin. On est sur le trottoir des rues new-yorkaises en 1961, avril pour être plus précis. Et Andy Warhol, qui à ce moment-là gagne sa vie entre autres comme publicitaire et aussi étalagiste, s'est organisé l'air de rien une première exposition personnelle dans la vitrine de ce grand magasin. Pour mettre en évidence les tenues et les robes sur ces mannequins, il a peint des tableaux qui vont créer un décor. Et dans tous ces tableaux, il emprunte à des sources populaires, et notamment des enseignes comme le logo Pepsi-Cola, d'ailleurs le premier mannequin que vous voyez ici à gauche, mais aussi par exemple ici des publicités avant-après pour une opération de chirurgie esthétique pour corriger un nez ou la forme d'un nez peut-être un peu fort. Et intercalé là, ou plutôt de part et d'autre de ces nez, vous avez alors des images qui, elles, empruntent au registre des comics, des bandes dessinées. On reconnaît par exemple Superman, et Popeye, si vous préférez, en haut à droite. Je vous montre les deux tableaux donc, de Andy Warhol par rapport donc, à ces références de la bande dessinée. 1960, 1961, pour beaucoup, et ça a agité un petit peu leur recherche, la grande question, tiens, qui serait le premier dans ces deux grands ténors du pop américain à s'être approprié ces codes ou ces références, d'extraire des pages du magazine La Case, qui maintenant monumentalisée devient une œuvre emblématique.
Certains voudraient donner l'avantage à Warhol, mais aussi l'élégance qu'il va s'effacer très très vite pour ne pas poursuivre dans cette voie. Il y en aura tellement d'autres de toute manière à explorer lorsqu'il percevra toute l'actualité et la radicalité du propos dans Roy Lichtenstein, qui expose entre-temps donc, à la galerie Castelli l'année suivante l'ensemble de ses œuvres, dont beaucoup sont inspirées donc, par ces fameuses bandes dessinées. Et une des plus emblématiques qui est Tout sauf ceci. Ce que vous voyez là, c'est une des œuvres les plus anciennes où ouvertement Roy Lichtenstein fait allégeance à la référence de la culture populaire que peuvent être le monde des comics ou des cartoons, des dessins animés aussi. Mickey Mouse, que vous devez reconnaître ici, avec la petite souris que l'on prononce Mickey en français. Elle date ici de 1958, cette œuvre. C'est encore une œuvre très gestuelle, où l'artiste est déjà en train d'essayer de faire cette synthèse entre l'idée de pratiquer l'art dans ce qu'il a de plus abstrait, de plus énergique pour l'inscrire dans la mouvance expressionniste des années 50, mais en même temps radicalement contraster cela par la référence triviale, populaire, amusante et ludique du Mickey. Mais ensuite, le grand pas en avant ou le grand saut, c'est toujours de revenir à l'année 61, décidément, avec ce tableau que Roy Lichtenstein, en même temps que la baigneuse avec le ballon, là, la fille avec le ballon qu'on a vu tout à l'heure au MoMA, considère comme sa première œuvre véritablement pop. C'est celle où Donald s'adresse à Mickey pour lui dire « Look, Mickey, I've hooked a big one. » Regarde, Mickey, j'en ai attrapé un grand, un gros. C'est l'idée de pêcher le gros poisson. Vous voyez le gag gentillet, en fait. Donald est en train de se pêcher lui-même. Il s'est accroché avec son hameçon, là. Il est en train de tirer sur son vêtement, si ce n'est pas son arrière-train, ce qui fait sourire le sage ou ironique Mickey, évidemment. Alors ce tableau, plus tard, Roy Lichtenstein et son épouse l'offriront à la National Gallery de Washington pour que ce soit intégré à la collection nationale fédérale américaine comme vraiment un tableau clé, si vous voulez, une œuvre décisive. Mais c'est amusant pour l'époque de le mettre en parallèle au matériau qui a été la source de l'inspiration. Parce qu'on voit aussi dans ce tableau une des premières références à l'univers de la bande dessinée, par non seulement ce qui évoquerait les modalités d'impression pas chères, cheap, on va dire en anglais, donc les couleurs limitées, cette impression un peu baveuse, comme ça, de l'impression grossière de quelque chose qui n'est pas fait pour être admiré, en tout cas à cette époque. Autre référence à cette idée de modicité, mais en même temps de code BD, c'est le ballon, évidemment, le feuillactaire, avec par exemple le fait de mettre en gras un mot pour que l'on perçoive que Donald crie ou est enthousiaste dans la façon donc de canarder ici son discours. Eh bien, c'est assez surprenant. Cette image n'est pas extraite d'une bande dessinée, mais d'un livre pour enfants. Et regardez, ici, vous reconnaissez en fait le point donc, de départ. Une illustration, en fait, devient bande dessinée dans la mesure où Lichtenstein trouve que c'est encore aller plus loin dans la référence populaire, je la remontre, de extraire du dialogue qui est là, « Look, Mickey, I've hooked a big one ». Et vous voyez que parce que ce n'était pas un ballon dans le livre illustré pour les enfants en 1960, il a fallu écrire que Donald criait. Cried Donald. Mais maintenant, pour dire qu'il crie, qu'il gueule, si vous préférez, puisque c'est un animal, le mettre en gras, look, big, pour insister sur les mots, avec d'autres codes qui empruntent à cette culture populaire. Donc, à nouveau, c'est cette façon de surpopulariser le matériau donc, de départ. À la limite, vous avez ici une illustration qui pourrait presque satisfaire un académiste et académicien pompier du 19e siècle par des rendus d'ombre, des volontés d'être dans une suggestion de perspective réaliste pour ce ponton, etc., etc. Au contraire, Lichtenstein déforme les choses. Regardez le raccord pieds et jambes de Mickey par rapport au matériel donc, qui est là. Il caricature ce qui n'est absolument pas dans le matériau donc, de point de départ. Alors, ce jeu d'observation est quelque chose qui est systématisé maintenant dans l'étude des œuvres de Roy Lichtenstein depuis une exposition importante au MoMA en 1990, où ce musée avait choisi de revisiter l'ensemble de sa collection et en intégrant également des prêts extérieurs sur le thème de justement ce qui est aussi un des sous-titres de ma conférence. Ce que j'essaie de vous montrer, ce high and low, cette façon de sans cesse osciller, mais aussi de créer un champ de tension et d'énergie entre ces sources populaires et puis cette façon donc de les intégrer
à une culture perçue comme haute ou qui est celle donc de ce monde artistique. Et cette exposition revisitait tout l'art du XXe siècle jusqu'aux années 90, enfin l'année, pardon, 1990, et Roy Lichtenstein était toujours vivant, en revenant sur 4 grands thèmes, les publicités, advertising, le graffiti, la caricature et l'univers des comics, pour donc également tout ce qui a trait à la culture de la bande dessinée. Vous voyez ici la couverture du catalogue, High and Low, avec un point d'exclamation triomphant, repris à l'artiste d'avant-garde russe Rodchenko, mais aussi à Lichtenstein. Et Lichtenstein, avec cette œuvre qui avait été intégrée à l'exposition prêtée par la Tate à Londres, le fameux Wham! Vous enlevez un A et vous aurez le nom d'un groupe pop qui s'en est inspiré pour trouver sa dénomination. 1963, un des tout grands tableaux et un des plus grands tableaux que jusqu'alors Lichtenstein ait jamais peint. Eh bien, cette exposition en 1990 de revenir alors sur peut-être les matériaux à l'origine, ou plutôt dans la genèse, dans la formation donc, de l'image proposée donc, par Roy Lichtenstein. Et ici, notamment, la façon dont il a digéré des revues destinées à des jeunes gens, c'était plutôt genré ou connoté, stéréotypé des garçons qui vont lire des récits d'aventure et des récits de guerre, des récits aussi qui mettent en avant une dimension technologique par le fait qu'on y met des armes, des bolides, des avions, des jets ou la conquête spatiale en avant. Et ce qu'on a déjà observé pour tout à l'heure, la nurse, l'infirmière, c'est cette façon effectivement de reconnaître les fondamentaux qui étaient déjà là dans la vignette de la bande dessinée, mais qu'ensuite, Roy Lichtenstein va surefficaciser, voilà, je suis en train d'inventer des termes difficiles à dire, rendre encore plus efficace. Vous voyez, dans la façon de détacher le mot, par exemple, de simplifier un fond en faisant un renoncement, un décor, par exemple, et de progressivement aussi accentuer tout ce qui était peut-être déjà stylisé dans la bande dessinée, mais avec ce paradoxe. L'auteur, et à l'époque, tout le monde s'en fiche de savoir qui dessine cette bande dessinée ici. Hein? Bon, il s'agit de Irv Novick, et alors c'est Gaspar Saladino, puisqu'il y avait des métiers différents, c'était des gens différents qui écrivaient, là il y en avait d'autres qui faisaient les dessins. Monsieur Novick, en tant que dessinateur, essaye de faire de l'art modestement dans cette bande dessinée, donc place des ombres, veut montrer que son avion pourrait voler, qu'il y a une carlingue qui est réaliste. Au contraire, il est outrageusement simplifié, stylisé dans Roy Lichtenstein pour qu'il soit plus BD que la BD ne l'était réellement. Je crois qu'on le voit encore mieux pour revenir aux œuvres les plus iconiques de l'artiste. Vous voyez ici, brutalement, je passe du tableau de Roy Lichtenstein qui a pour titre Hopeless, le mot là, sur lequel ce ballon bulle, avec ici l'idée de la pensée qui est suggérée, propose, à la vignette qui a été la source. Et donc là, c'est intéressant, c'est peut-être la manifestation la plus spectaculaire à observer, le fait de changer la couleur des cheveux de la protagoniste pour qu'elle intègre, j'allais dire, c'est terriblement sexiste comme formulation de ma part, l'écurie, mais l'équipe d'archétypes ou de stéréotypes plutôt que Roy Lichtenstein a donc ici mis en place. Et c'est intéressant, c'est chaque fois aussi le recadrage, là où dans la bande dessinée, on essaie de faire presque un tableau comme au 19e siècle avec plein d'indices de décors, de fond. Roy Lichtenstein veut accentuer le côté mécanique ou simplifier. Et en même temps, pour nous aider à mieux rentrer dans l'image, il utilise un relais qui est absent de la vignette qu'il a inspirée en introduisant la main donc, du personnage. Il rééquilibre le ballon et ainsi de suite. Donc il y a vraiment toute une construction de l'image qui est extraordinairement raffinée pour aller vers des outrances ou des maladresses qui, en fait, on s'en rend compte, sont des choix artistiques et stratégiques pour résister aussi à la monumentalité maintenant d'un tableau qui est relativement imposant par ses dimensions. Si vous voulez le voir en vrai, il est en Suisse, au musée de Bâle. Par contre, ici, dans une collection privée, à nouveau, on peut faire l'exercice. C'est toujours assez amusant. Donc maintenant, regardez cette image en voyant tout ce qu'elle a donc, de presque répétitif maintenant, qu'elle commence à s'habituer, la façon de marquer les ombres, de les simplifier, d'ajouter des hachures pour la traduire, cette ombre, ou progressivement, on va le redécrire, donner une couleur rose à la chair par le réseau serré des petits points bien réguliers.
les cheveux qui sont presque devenus autonomes, hein, et assez éloignés d'une coiffure réaliste et crédible. Au contraire, là, on sent vraiment le mouvement vraiment de la laque du coiffeur qui est passé. C'est un soufflé 60s dans la perfection de son exécution. On est ici devant une sorte de réalisme très, très bien maîtrisé par l'auteur ici, donc, de la vignette, que à nouveau Lichtenstein va resserrer, systématiser. Regardez les ombres du réveil. C'est intéressant comme la façon dont Lichtenstein les réduit pour mieux percevoir d'autres éléments de son image. Et n'oubliez pas toujours un petit peu en arrière-plan, je ne sais pas s'il y pensait quand il opérait ses choix, de cette espèce d'énergie, de l'urgence de dessiner dans le noir là, à partir des projections stroboscopiques du professeur Sherman. Encore une, mais je ne vais pas non plus toutes vous les présenter, sinon ce serait un petit peu monotone. Mais voilà, c'est une des plus célèbres. Elle date ici, celle-ci, de 1965, et elle est à voir en vrai au musée Ludwig à Cologne. Mais je voulais maintenant la faire dialoguer. Personnage devenu type, là, et héroïsé, donc récupéré entre-temps par la publicité de ce que l'art de Lichtenstein peut être, face à ce qu'elle va maintenant inspirer pour revenir à celui par lequel on avait commencé en début de parcours. Et là, vous reconnaissez un Lichtenstein par les couleurs, par les lignes, par les jeux de trame, mais en même temps, appliqué à quoi? À cette fois plus l'objet bande dessinée, mais la touche BD Lichtenstein de redéfinir ici les traits d'un tableau de Picasso. Alors, il est dans une collection privée, il est un peu plus ancien que la blonde de gauche que vous voyez datée de 65, on est en 63. Et là, ce qui est intéressant, quand je vous montre le Picasso qu'il a inspiré, c'est effectivement un portrait inspiré par Dora Maar dans les années 40, La femme au chapeau fleuri, c'est-à-dire le titre que traduit en anglais Lichtenstein. Mais c'est un tableau, et c'est intéressant, qu'il connaît de Picasso parce qu'il en a une reproduction sous forme, une reproduction de qualité, entre guillemets, mais qui était en fait un produit de consommation courante. Et les calotypes sont des espèces de posters de luxe finalement, mais qui étaient là pour diffuser vers les foyers, et même jusqu'aux États-Unis, dans les maisons américaines, à un moment où le style de Picasso est devenu un style emblématique et populaire, est devenu presque reconnaissable entre tous, que donc Lichtenstein se mesure maintenant un nouveau défi, et on est loin des hommages qu'il lui rendait au début, mais en même temps maintenant de le passer au filtre de la culture populaire, et notamment de la bande dessinée, mais aussi des moyens de reproduction qu'utilisaient donc ces bandes dessinées. Alors pour ces raisons, ce choc, cette confrontation entre l'hommage entre guillemets à Picasso, que vous voyez ici pas achevé, hein, l'œuvre est en cours de finalisation dans l'atelier du peintre, mais côtoyer sur pied d'égalité les images inspirées par les cases de bande dessinée, un article du magazine Life en 64 pose la question, pardon, c'est en 62, au moment où le tableau n'est pas terminé. Is he the worst artist in the US? Est-il le pire artiste des États-Unis? À ce moment-là, dans des termes très critiques, effectivement, le journaliste est choqué par la façon triviale de à la fois faire référence à des moyens de reproduction triviaux, des sources triviales que sont ces publicités, ces magazines et ces imprimés populaires et les bandes dessinées, mais aussi d'y associer des œuvres associées à l'élite du goût ou à ce qu'il peut demander de plus exigeant, comme notamment les tableaux de Picasso. Et c'est amusant parce qu'en fait, cet article fait écho quelques années plus tard à un qui a marqué les esprits la décennie qui précédait, avec Jackson Pollock, is he the greatest living painter in the United States, en posant comme ça la question à l'époque, est-il le plus grand peintre vivant? On a ici cette alternance, si vous voulez, qui est aussi celle du pop, le mouvement qui avait entendu tourner la page des jeux d'écriture abstraite, de l'engagement physique et aussi existentiel et torturé, qui était peut-être celui de la grande peinture américaine abstraite de Pollock et des autres que l'on appelait ceux de l'école de New York. Lichtenstein a beau jeu alors de se défendre face à ces mauvaises critiques, à utiliser une de ces images presque comme un bouclier en même temps qu'elle est d'une certaine façon un autoportrait. Et ici, cette photographie de John Lungart est intéressante, je trouve, dans la similitude qu'il y a dans le regard de l'artiste à ici vouloir imiter la vignette de bande dessinée qu'il a inspirée. Et d'ailleurs, regardez, elle est là, sur le chevalet, une des sources de référence, un des clippings, comme on dit, donc une des découpes
à même les pages du magazine qu'il a ici agrandi et fusionné avec le vêtement qui fait masque pour détourer les yeux d'un des épisodes des X-Men, hein, qui vont être remis à l'honneur et en popularité dans les années 1990. What? Why did you ask that? What do you know about my image duplicator? Le personnage de la bande dessinée donc pose la question quoi? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Qu'est-ce que tu sais de mon duplicateur d'image? Et c'est à nouveau, comme tout à l'heure avec le Masterpiece de Brad, une sorte d'autoportrait déguisé de Roy Lichtenstein maintenant, qui est aussi celui qui s'approprie les images et les références pour ensuite les multiplier. Alors évidemment, il l'a fait en faisant aussi la citation des procédés justement de reproduction. Ici, c'est pour donner un visage à Ben Day et un visage à Benjamin Day, mais attention, c'est le père, parce que c'est son fils qui, comme lui, travaille dans les milieux de l'imprimerie, va mettre au point la méthode que vous voyez annoncée ici sur la droite. Et donc Benjamin Day Jr., on va faire plus court et en résumant Ben Day, pour une méthode maintenant qui permet de suggérer des shadings, des ombrages. Et cette méthode a été développée en 1879 par la société Benjamin Day, Ben Day, et par le fils de l'industriel que vous voyez ici sur la gauche, pour être utilisé notamment dans différentes techniques pour apporter ça sur des matériaux aussi différents que la pierre, le métal, mais aussi les cartons et les papiers, mais aussi se combiner à l'utilisation de la lithographie et de la photogravure. Et ici, ce qui est en fait une parution pour diffuser ce procédé des points Ben Day, c'est là qu'ils vont trouver l'origine de leur nom. Vous avez toute cette trame régulière ici qui fait le fond de cette espèce de cartel, qui est en fait un réseau serré et régulier en même temps de points. Et en même temps, pas si régulier que ça. L'idée ici de suggérer ce qu'un artisan au Moyen-Âge aurait fait en piquetant une surface et en la martelant avec un clou et un marteau, de créer une espèce de texture variée dans un art qui pourrait être celui de la dinanderie, par exemple. Bien ici, ça va être à l'origine de procédés d'impression pour notamment ces bandes dessinées populaires qui intéressent également donc Roy Lichtenstein. Voici par exemple ici la couverture de Heartthrobs et pour l'épisode No Cure for Love avec le dessinateur John Romita, qui est un des dessinateurs que le plus fréquemment Roy Lichtenstein a utilisé pour trouver l'inspiration dans ces personnages de dames blondes en détresse ou d'héroïnes féminines mises dans des situations stéréotypées, mais qui sont extraites en fait de ces romans à l'eau de rose ou de ces feuilletons qui ont leurs équivalents aujourd'hui dans les soap opéras ou des séries que l'on peut aussi consommer sur l'Internet. Eh bien, vous voyez ici le rendu de la chair qui est parfaitement rosée et même assez convaincant, convention graphique pour illustrer la peau de ces personnages. Quand vous la regardez d'un peu plus près, c'est réalisé comme ceci, par l'utilisation d'une grille régulière de ces petits piquetages de points. Donc, c'est ce procédé d'impression où on varie aussi l'espacement entre ces points, comme par exemple ici pour la bouche. La même couleur mais fusionnée va donner un ton rose plus soutenu que le rose pâle de l'aile du nez ou de la pommette de ce personnage. Vous avez un détail d'une des cases de la bande dessinée du magazine qu'on vient de feuilleter. C'est comme si on avait zoomé sur la peau rose des personnages ici en couverture. Et alors à droite, c'est comment Roy Lichtenstein le traduit en fait. Il caricature ce procédé, il ne va pas réellement chercher à évoquer au plus près une texture qui est en fait beaucoup plus fine, beaucoup plus satinée si vous voulez, et de pas tant des petits points que des petits carrés d'une certaine façon. Et c'est de façon un petit peu caricaturale, mais pour renforcer l'idée d'un procédé, oui, économique, mécanique et industriel, que c'est maintenant avec une régularité qu'il va les poser, mais aussi tout simplement pour des raisons oui, pratique de recours à des tamis, à des filtres, des pochoirs, de pouvoir, avec cette régularité attendue, poser alors régulièrement ces points qui, à distance, vont donner donc la trame de ces tableaux, ou parfois en être l'objet principal. Vous voyez ici pourquoi j'annonçais tout à l'heure, pourquoi dans la photo de Hugo Moulas en 64, c'était intéressant de voir que Roy Lichtenstein utilisait ce verre pour poser à nous. C'est parce que l'année précédente, Roy Lichtenstein a peint ce tableau Magnifying Glass, cette loupe grossissante qui grossit pour nous l'abstraction de ce système de points.
et qui est en même temps mise en situation par la référence populaire au fait qu'on reconnaît d'emblée, stylisé presque comme dans un imagier ou un livre qui en donnerait la définition visuelle pour un enfant, ce qu'une loupe est et à quoi elle peut servir. Et ceci est évidemment le bonheur de le faire avec les tableaux. Alors ici, ce n'est pas un tableau, mais je trouvais ça amusant. C'était une surprise pour moi en préparant cette conférence de découvrir que Roy Lichtenstein avait aussi produit des choses comme cela. À la fin des années 50, il a fabriqué pas mal de mobilier en utilisant des techniques de décor à la mosaïque. Ici en 57, ce sont des compositions abstraites, mais qui trouvent donc une utilité dans un cadre de vie quotidien. Le tableau est devenu une composition de petits carrés de verre colorés, de mosaïque qui est là. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, vous voyez aussi l'idée de manipuler ces éléments pour donner une trame, mais finalement qui a malgré tout une référence artisanale, quelque chose de l'art appliqué au-delà de la référence à des procédés industriels qui sont ceux utilisés pour imprimer donc ces pulps, ces suspense stories, ces récits feuilletonnants ou ces bandes dessinées. Ici, un magazine qu'il a beaucoup utilisé donc dans ce numéro 72 de ce volume 1 pour l'année 64, par rapport au fait que c'est tout un récit sur le thème donc, de la peinture et d'un protagoniste qui, pour se défendre d'un tableau hanté, vous voyez que le tableau lui parle, ça revisite un peu le mythe de Oscar Wilde. Il faut tuer l'œuvre d'art et le personnage, le protagoniste, en vient à la lacérer. Et donc c'est aussi comme une parodie de ce que Roy Lichtenstein a si bien connu aux États-Unis dans les années 1950, ces peintres qui affrontaient la toile presque comme au corps à corps, au combat, dans une dimension épique que l'on a également surnommée parfois action painting. Et qu'il va alors parodier dans une série qui commence là en 1965, si je me souviens bien pour les premiers, et notamment ce tableau Brushstrokes, les coups de pinceau. Ici, il désigne les coups de pinceau rouges que vous voyez là, et qui se détachent alors d'un fond uni qui reprend alors la trame des points Benday, les Benday dots. Même trame de points qui sont utilisés ici pour donner un des maigres indices que, à côté des coups de pinceau que vous voyez comme autonomisés, mais aussi parodie d'une rapidité, alors que c'est fait avec lenteur et application, c'est l'indice d'une main et du pinceau qui a permis de montrer ce que vous voyez par ailleurs. Et là, pour peut-être mieux le comprendre, revenir à nouveau à la vignette qui a ici été le déclencheur. Et vous voyez que même Roy Lichtenstein s'est ingénié à créer un écho jusqu'à la forme des coulures de ce qui avait efficacement été déjà mis au point dans la parution de la bande dessinée que j'évoquais ici, en 64, de le revoir et de le corriger, mais d'amplifier ici, notamment par les ombres, le côté mécanique et tranché de cette représentation. Et donc, ce sera l'abstraction, si vous voulez, des coups de pinceau qui avaient cours quelques années plus tôt dans les tableaux comme celui-ci de Willem de Kooning, de ces peintres expressionnistes abstraits qui deviennent alors, dans cette finition froide, lisse, neutre, appliquée avec le fond de points Bendots, et puis ensuite cette parodie de giclure, de coulure, d'explosion du geste, de traduire tout cela. Et moi, j'y retrouve encore les mèches blondes de tout à l'heure aussi, finalement, parce que vous vous rappelez qu'on s'était amusé à glisser d'une image à l'autre pour arriver à l'abstraction de ces coups de pinceau, mais qui avaient les mêmes lignes partagées pour les chevelures des personnages. Je reviens à l'utilisation des points Benday, qui sont parfois visuellement présents, alors qu'en fait, ils sont absents physiquement. C'est par exemple ici avec des sculptures étonnamment brillantes ou virtuoses, où tout ce qui était emprunté à l'univers plat des bandes dessinées est maintenant traduit en 3 dimensions, avec des structures feuilletées pour devenir sculptures dans l'espace. Et c'est alors notamment avec cette explosion qui superpose des feuilles d'acier émaillées, mais pour celles qui évoquent un halo de fumée, la légèreté qui est donnée par les perforations, en fait, et donc d'inscrire les points en creux, en négatif. Et vous retrouvez donc cette obsession, ce travail ici sur une des œuvres monumentales de l'artiste, le mur de l'atelier et la photographie dans les années 60, avec en parallèle les études au dessin pour parfaire la sélection, le recadrage à partir de la vignette de départ. Mais ici, je vous ai choisi aussi cette image parce qu'au même moment où il réalise
ici des portraits à partir des héroïnes de la bande dessinée, Roy Lichtenstein est en train de réaliser un cycle de peinture sur le thème du paysage, mais qui gardera maintenant la patte et la touche Lichtenstein pour intégrer les points Bendé, et comme par exemple ici un horizon de montagne, avec une œuvre assez proche de certaines qui sont donc dans l'exposition en ce moment à Mons, où donc pour créer des paysages, Roy Lichtenstein simplement associe quelques éléments par collage. Les Bendé, les points Bendé sont là comme une signature visuelle pour reconnaître c'est bien Lichtenstein, en plus de la stylisation du reste. Mais pour le reste, c'est notamment aussi le recours à des nouveaux matériaux synthétiques comme le Rollux, ces sortes de films plastiques qui créent des illusions de mouvement avec le déplacement du spectateur et qui scintillent sous la lumière. Ou alors ici pour le ciel, le Millar, qui est une sorte de film plastique translucide, mais au reflet aussi un peu irisé, que l'artiste a utilisé pour donner une perspective aérienne à cette synthèse du paysage. Regardez aussi les points Bendé qui font que ceci ne sera pas l'image d'un Mondrian, mais inspiré évidemment par Mondrian. Là où il peut intervenir, c'est en choisissant Roy Lichtenstein, évidemment, avec ce tableau non-objectif, 1964, de reprendre la trame des pointillés, là où Mondrian n'utilisait que l'aplat pour, par exemple, mettre un fond gris ou mettre en couleur grise, justement, un de ces carrés ou rectangles. Et là, peut-être plus difficile, et attention les yeux derrière vos écrans, je ne sais pas si ça fonctionne, pour moi ça m'agresse un petit peu, un tableau de Lichtenstein qui gagne à être vu avec un peu de recul et de distance pour ne pas vous brouiller les sens trop complètement, mais qui est aussi un des plus virtuoses. Et je l'ai choisi lui parce qu'il représente ces haystacks, des meules de foin, on est en 68, et quand effectivement vous les mettez à distance, elles s'assimilent alors à leur modèle et leur référence, les meules de foin, qu'une des premières séries qu'il ait réalisées, Claude Monet avait peint dans les années 1880. Et donc, vous voyez ici la silhouette de la meule chez Monet faire écho en fait à ces filtres, toujours en multipliant cette fois et en superposant les trames des points de couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, empruntés toujours à ce procédé Bendé. Là, par contre, vous les avez dans l'exposition aussi, au même titre que Monet, mais dans l'expo à Mons, c'est avec la référence au tableau des cathédrales de Rouen. Ici, donc, avec les œuvres au soir donc, de sa vie qui font la référence aux arts de l'Asie, à la peinture chinoise, japonaise, coréenne. On a retrouvé les livres dans les archives de Roy Lichtenstein, des tableaux qui l'ont inspiré ou qui sont les points de départ. Et ici, c'est assez extraordinaire. En variant la densité, la taille de ces points, il va faire apparaître alors des découpes qui évoquent des côtes ou des montagnes perdues dans la brume. Et ici, peut-être encore plus nous aider à voir une scène marine ou fluviale, parce que regardez en bas, à l'extrême gauche, je ne sais pas si tout le monde le voit, il y a la petite embarcation ici, stylisée, et qui, avec le code BD, presque dans ses aplats, et son cerne noir aussi, dont je ne vais pas parler, mais qui est là très présent dans presque toutes les images de Roy Lichtenstein, vient donner un look BD à un emprunt à la peinture classique asiatique. 1996, donc dans les dernières années, puisqu'il meurt en 1997. Le temps passe vite en votre compagnie, j'espère que je ne suis pas trop long, mais on arrive un petit peu au terme de ce que je voulais vous montrer. Roy Lichtenstein arrive à rester Roy Lichtenstein, même sans faire recours nécessairement aux traces de points, et aussi par rapport à tout un parcours rétrospectif que ces tableaux progressivement enclenchent à partir des années 70, comme par exemple les mises en abîme, Painting in Landscape, c'est à la fois la peinture dans le paysage, mais c'est aussi la peinture dans la peinture et le paysage dans le paysage, et le paysage dans la peinture, ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai épuisé les combinaisons, mais il y a ici une image dans l'image, et c'est assez amusant finalement, parce que l'image dans l'image nous laisserait à penser que ce qu'il y a autour du cadre serait la réalité, mais qui est en fait plus stylisé que ce que l'artiste a voulu ici rendre de façon expressive, mais en même temps caricaturale, puisque c'est à nouveau les brushstrokes, les coups de pinceau abstraits gestuels, que ici Roy Lichtenstein malicieusement parodie pour les inscrire dans les formes d'un tableau qui aurait trouvé ses formes à l'époque des Fauves, et donc 80 ans plus tôt, ici en 1904, par exemple. Et aussi cette idée du regard en arrière est donnée, par exemple, ici à cette œuvre qui date de 1988,
Elle s'appelle Art, mais qui fait référence à un tableau qui reprenait les 3 lettres ART comme une enseigne monumentale pour dire c'est ça que c'est, je suis une œuvre d'art, puisqu'on peut lire ce que c'est et ce que l'on voit, mais maintenant avec une touche, oserais-je dire, un filtre supplémentaire, à partir d'une reprise de l'image des années 60, de ces 3 lettres avec leur ombrage rouge, et cette idée d'enseigne sur un fond jaune. Roy Lichtenstein ajoute le cadre et les motifs lumineux qui donnent à voir une densité à ce cadre, et puis surtout suggère la vitre qui passe devant, puisque c'est la reproduction, le poster peut-être du mot art, et avec la trame des bends et dots qui varie, mais pas parce qu'on est dans la peinture chinoise, mais parce qu'on veut aussi citer les reflets sur une vitre ou l'effet miroir qu'une œuvre d'art peut avoir sur nous quand on la contemple. Et cette mise en abîme, vous la voyez aussi très très bien ici, où on est revenu presque dans l'appartement qui était celui de Tintin peut-être tout à l'heure, et qui empruntait tant à l'atelier de Matisse par la présence de la danse, mais cette fois la référence à la grande peinture, puisque c'est effectivement des chefs-d'œuvre de Roy Lichtenstein, et son œuvre numéro 1 dans l'ouverture, selon lui, de cette trajectoire pop avec le look Mickey que l'on a commenté donc tout à l'heure, mais face au reflet du miroir, des objets empruntés à Matisse, mais aussi des natures mortes que Roy Lichtenstein peint dans les années 70 et peindra dans les années 80, du rappel du décorateur d'intérieur qu'il était, mais aussi d'un peintre, et je n'ai pas eu le temps, heureusement pour vous, tout développer, heureusement pour moi aussi, Fernand Léger, et d'autres artistes qui l'ont inspiré, en plus de la bande dessinée ou des paysages stylisés qu'on évoquait donc tout à l'heure. Ici, cet atelier d'artiste en 1973, volontiers dans le jeu de l'autocitation, de l'idée de la rétrospective en même temps que c'est l'atelier de l'artiste, évoquant effectivement le Matisse qui lui trouvait l'unité par la couleur rouge qui, dans le même plan, associait les murs, le sol, absorbait les objets, mais détachait les vignettes de ses œuvres d'art. On voit que Roy Lichtenstein n'en est pas si éloigné, mais lui n'utilise pas une couleur pour unifier, mais simplement un style qui est maintenant celui qui habille tous les éléments à égalité, œuvres d'art, objets du quotidien, ou objets du quotidien prêts à devenir œuvres d'art en étant ces modèles, ces natures mortes. On va terminer et sortir alors de cette conférence un petit peu comme on y était entré, non plus en faisant le toc-toc, qui comme au théâtre aussi nous inciterait à commencer, mais plutôt en fermant la porte. Et là, on va faire l'inverse en fait, le chemin qui est d'abord celui qui nous confronte à la source, la bande dessinée ici par exemple qui intéresse Roy Lichtenstein, et puis surtout, pas tant la porte qu'on aurait pu utiliser pour le premier dessin que vous avez montré, mais surtout cette dernière case qui est tout à fait extraordinaire, où ce personnage dit à un de ses compagnons, la Trooper, I can see the whole room and there's nobody in it. Je peux voir toute la pièce, il n'y a personne à l'intérieur. Et regardez, avant de vous montrer le Roy Lichtenstein, je vous montre quand même un René Magritte, parce que Roy Lichtenstein avait aussi mis ce tableau comme référence. Et il va relier ce tableau de Magritte qui s'appelle L'œil, objet peint, qui transforme un œil en objet en l'extrayant de son corps, mais en suggérant aussi celui qui regarde, ou cette femme qui regarderait à travers un œilleton, une entrée de serrure peut-être, d'y trouver un écho formidable avec la case que vous voyez ici conclure cette page, et qui monumentalisée va devenir ceci alors. I can see the whole room and there's nobody in it. Dans un instant, ce personnage va lâcher son index, ce doigt, et le disque noir va retomber. Là, on pourra utiliser l'image puisque la parole se sera dissoute et le noir sera absolu pour un autre artiste, Malevich peut-être, Ad Reinhardt. Mais ceci est une autre histoire. J'espère qu'il y a encore du monde de l'autre côté de la caméra. Et je vois que vous êtes encore 56, en tout cas affichés ou inscrits là pour cette conférence. J'espère ne pas avoir été trop long, mais en même temps, j'espère avoir rendu justice à l'invention graphique et au talent artistique de Roy Lichtenstein. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Teyskens, et merci pour votre attention. J'espère que vous avez passé une bonne conférence. Je suis en train d'ouvrir le volet discussion qui, au-delà des salutations que les uns se font aux autres, et c'est super de faire ça parce que ça humanise le Zoom, vérifiez s'il n'y a pas des questions, mais n'hésitez pas aussi, si vous souhaitez, à rallumer votre micro pour me poser la question nécessaire, utile, justifiée, vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas.
Oui, bonjour, j'ai rallumé le micro. Et voilà, Bonjour. donc c'est pour dire tout simplement que oui, c'était vraiment très, très, très intéressant. Je trouve que ça permet justement de mieux comprendre l'exposition Roy Lichtenstein. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était dans votre exposé notamment, c'était les comparaisons avec les images ou les tableaux qui ont inspiré euh, Mhm. comment dire, l'artiste. Je trouvais Oui. ça vraiment très intéressant aussi, quoi. Voilà, donc en tout cas, un grand merci pour la conférence. C'était vraiment très chouette. Même si c'est par web, hein, c'est pour tout le monde. Mhm. C'est un peu particulier, donc voilà. Mais merci à vous en tout cas. Merci pour ce retour. Je trouve ça intéressant ce que vous dites et je ne l'ai peut-être pas assez souligné. Ce qui est parfois perçu pour certains comme une source de reproche, et certainement dans les années 60, où on dit mais ce type ne fait que prendre aux autres, il vole à la bande dessinée comme il vole à Picasso, si vous voulez, dans ses emprunts qui confineraient au plagiat. Je crois qu'au contraire, quand on les confronte, on voit justement que ce n'est pas purement plagiat, que c'est clair que toutes les impulsions sont là, mais parce qu'il sait les déceler et qu'ensuite, il va les porter à un point qui donne ce mot que j'ai beaucoup utilisé, l'efficacité, mais aussi la beauté peut-être donc de l'œuvre d'art ou sa raison d'être. C'est assez fascinant parce que vous verrez maintenant la fondation, si vous allez sur le site, essaie de rajouter, ils ne le font pas pour toutes les œuvres, mais de confronter aux peintures les matériaux de référence, le livre où il a vu la reproduction de Picasso, le poster qu'il a ou le détail d'une peinture chinoise. Hein. Et on n'a pas fini ce jeu de pistes d'identifier toutes ces sources, mais je crois que plutôt que d'être motif de reproche, ce sera alors une source pour l'émerveillement ou pour la compréhension de la façon dont ces images vont naître, mais aussi ont apporté une part originale à côté de ces empreintes. Mais c'est bien ça. Merci beaucoup en tout cas. À vous. Bien. Ce qui serait pas mal aussi à l'occasion, c'est d'avoir un exposé sur le côté plus technique Oui. de réalisation. C'est-à-dire, parfois, dans les cartels de l'expo, on voit pas très bien la différence ou la complémentarité qu'il y a entre lithographie, sérigraphie. Qu'est-ce qui passe en premier éventuellement? Ou est-ce que c'est Oui. un processus, ça ne peut pas être simultané forcément. Non. Donc, ce serait pas mal éventuellement si ça... Oui, je dis l'exposition le fait très très bien hein, par des petites vidéos et des petits textes très concis. Oui et non, parce que oui, on a l'atelier qui nous explique les voilà. différentes techniques, mais par ce n'est contre, pas c'est vraiment vrai que ça ne permet pas, et d'ailleurs je déclinerai tout de suite la proposition de faire cette conférence, parce que je ne serais pas capable de le faire par rapport à effectivement le côté plus cuisine interne. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est réellement documenté, mais ce serait intéressant à investiguer. Donc là, je lance l'appel à quelqu'un de s'approprier peut-être cette thématique sur cette exécution picturale qui est très importante pour Liechtenstein. On sait les anecdotes que, par exemple, il a mis au point des systèmes de chevalet qui lui permettent de faire pivoter la toile dans tous les sens pour avoir une facilité d'accès, une rapidité et une qualité d'exécution qui vont donner cet aspect parfois curieusement lisse, machiné, industriel, alors qu'en fait, il y a aussi une bonne part artisanale qui est là. Mais voilà, ça demande une autre recherche que la confrontation aux sources visuelles. C'est effectivement, comme vous le dites, toute la technologie des arts plastiques qui est là, alors de voir dans quel ordre il intervient. Si ça vous intéresse, c'est quelque chose d'intéressant, c'est les publications et les ouvrages Skira qui sont consacrés au dessin de Roy Lichtenstein, qui sont une partie pas généralement mise en avant, parce que ces dessins sont assez petits, sont des notes d'atelier, mais sont des étapes dans la fabrication des images, et remettre de l'ordre dans ces dessins, c'est parfois aussi alors faire les différents filtres qui créent alors cette combinaison des techniques. Maintenant, attention aussi, la plupart des choses que je vous ai montrées sont relativement simples d'un point de vue technique, en ce sens que ce sont des huiles ou des acryliques parfois combinés sur la toile, avec parfois des reports par pochoir ou tamis sérigraphiques. Tandis que dans l'exposition Vision multiple, on met en avant la production d'œuvres multiples qui, elles, font ouvertement référence, s'appuient sur toutes ces techniques qui sont alors variées, différentes, et qui touchent à la machine, à l'atelier, à la disponibilité, à l'encre, au papier, au budget, et ainsi de suite, pour porter l'image sur une céramique qui ne sera pas la même chose qu'une tôle, que du feutre, du papier de tel type, ou produire une gravure ou une estampe en autant d'exemplaires, et ainsi de suite. Donc là, il y a des traductions techniques qui vont parfois échapper à l'artiste et qui sont aussi liées alors aux ateliers, aux collaborateurs et aux assistants avec lesquels il travaille pour éditer ces multiples. Donc là, c'est un autre domaine.
Ouais. Ben, il y a dans l'expo pour le moment donc, ce clin d'œil au mobile de Calder. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion, non? Non. Qui est techniquement très bluffant, mais que j'aurais du mal à expliquer justement sur le plan de la fabrication, où il travaille sur un fond incurvé avec une toile qui est en fait polyester, je ne sais pas, très transparente, avec une grosse épaisseur. Mais je n'arrive pas à comprendre de quelle manière il a procédé et si ça a été reproduit plusieurs fois. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre pour cette œuvre en particulier, malheureusement. Voilà. Et merci. C'était vraiment très, très intéressant. Je n'ai pas vu le temps passer. Je suis sûre que la plupart des autres non plus. Ben, j'espère. Mais je commence à avoir faim, donc je crois que le temps a quand même un petit peu passé. Soif, c'est selon. Voilà. Au revoir à tous.